Donc là, mon exposé va se dérouler en 4 phases. Donc une histoire déjà ancienne, c'est un peu le retour d'expérience qu'on a sur l'histoire des cyanos, et un peu les grandes phases qu'on a vues, nous, au niveau de l'agence, sachant que l'agence couvre tout le territoire de la Bretagne. Donc c'est un territoire qui est quand même assez immense, 155 000 km². Donc on a déjà pas mal d'éléments sur ces histoires de cyanos, parce qu'on a été sollicité plus ou moins directement, souvent pour les financements bien sûr, mais aussi pour monter les programmes d'action et pour financer les actions. Ensuite, un état des lieux du bassin pour vous montrer un petit peu que vous n'êtes malheureusement pas les seuls dans cette situation. Et je ferai un focus sur Aiguzon, où là j'ai essayé de faire une synthèse de tous les éléments dont on pouvait disposer sur la retenue. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, il y a quand même beaucoup de choses. Donc on reviendra dessus, et ça sera aussi matière à discussion ensemble. Et ensuite des réflexions qui m'inspirent toutes ces choses-là. Alors ce qu'il faut voir dans le bassin de la Bretagne, donc on a en gros des grandes phases quand même sur ces histoires de cyanobactéries et sur cette problématique. Dans les décennies 70-80, donc on a eu beaucoup de création de retenues AEP, donc Fred Pitois l'a rappelé, suite à la sécheresse de 76. Et des fleurs d'eau à cyanobactéries ont été signalées dès la mise en eau, quasiment sur toutes les retenues qui ont été mises en eau. Des problèmes de potabilisation dans les retenues existantes, celles qui existaient antérieurement, et puis Aiguzon, bien sûr, était déjà signalé dans les années 70-75, ayant quelquefois des fleurs d'eau à cyanobactéries. Au début des années 90, on a eu un signalement des fleurs d'eau vraiment très spectaculaires, d'ailleurs aussi intenses que celles qu'on a eues en 2017 sur Aiguzon. En période estivale, bien sûr, donc Villeray sur la Loire, Grandjean, plan d'eau glissoire, donc dans le 87, qui n'est pas très loin. Des signalements sanitaires de dermites sur Guerre-les-Dents, qui n'était pas un plan d'eau réputé pour avoir des fleurs d'eau vraiment très fréquentes. Donc, et il y a eu beaucoup de signalements, de remontées en disant qu'est-ce qui se passe. On a plein de choses qui se passent, notamment en période estivale. Alors, au début des années 2000, on a eu une autre vague de remontée de terrain, comme ça, sur des plans d'eau qui n'avaient jamais fait l'objet d'épisodes aussi intenses, qui avaient certainement des cyanos, où les gens, ça ne les préoccupait pas plus que ça. CTI, dans le 18, en 2000, Aiguzon, avec de gros épisodes, donc je rappelle 2002, 2017 bien sûr, mais on avait déjà des problèmes signalés dans les années 50 et dans les années 80. Et je reviendrai dessus dans le focus. Et 2003, une autre année avec de nombreux signalements. Donc on voit qu'on a des années avec cyano, des années sans cyano, et les remontées sont effectivement très, très erratiques. On n'a pas forcément l'ensemble de l'information qui remonte de manière pérenne et bocaridable. Donc là, j'ai essayé de faire un travail un peu de recensement de tout ça. Alors, face à ces remontées de terrain, finalement, qu'est-ce qui a été mis en œuvre par les gestionnaires? Déjà, les cyanos, qu'est-ce que c'était dans les années 80? Donc des études de phénomènes, donc des nombreuses études ont été menées, financées par l'agence, dont Aiguzon, sur l'eau, les sédiments, le phytoplancton, les apports, sur les retenues AEP, et puis on a même lancé des études de modélisation sur les grandes retenues du bassin de la Loire, Villeray, Grandjean, qui connaissaient aussi beaucoup de problèmes. Des actions palliatives, alors on dit actions palliatives, on parle d'actions curatives, c'est la même chose, c'est des actions palliatives, c'est pas des actions curatives, on ne va pas résoudre le problème, on va pallier aux conséquences que ça peut avoir, pour lutter contre les conséquences, et on a donné la priorité au plan d'eau à usage AEP, à cette époque-là. En parallèle, il faut bien voir qu'il y a eu des actions, les traiteurs d'eau ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot face à ces problèmes de cyano, donc ils ont mis en œuvre des améliorations des filières de traitement de l'eau, ce qui fait que les remontées de terrain, finalement, à partir des traiteurs d'eau sur les difficultés de traitement, on n'en a plus beaucoup, parce qu'ils ont des filières de traitement qui sont adaptées. Et puis, l'essentiel de l'action, finalement, c'est celle qu'on vise, notamment au niveau de l'agence, c'est les actions préventives pour réduire les apports de phosphore. Des rejets urbains dans un premier temps, et puis des actions agricoles dans un deuxième temps. Premier temps, les actions préventives sur le phosphore d'origine urbaine, ça a démarré dans les années 90 sur l'axe Loire, et ça s'est amplifié au fil du temps sur l'ensemble du bassin. Donc actuellement, on a quand même des résultats qui sont assez performants, je dois dire, du point de vue de la réduction des rejets ponctuels et urbains. Et là aussi, je vous donnerai quelques indications sur le bassin d'Aiguzon. Et puis, des actions sur les apports agricoles, donc là, surtout en région Bretagne. Donc il faut savoir qu'on a eu des programmes PMPOA, donc ces programmes de maîtrise, programme de lutte contre les pollutions d'origine agricole. Donc en fait, qui visait essentiellement des travaux sur les sièges d'exploitation. Mais là, c'est pareil, il y a eu des priorités, donc c'est les plus gros élevages qui étaient concernés, donc il y a beaucoup de petits élevages qui n'ont pas fait l'objet de travaux sur leur siège d'exploitation, parce qu'ils étaient en dessous du seuil d'intervention.
En parallèle, donc, des suivis ont été mis en place par les gestionnaires. Donc, on a mis en place des suivis renforcés donc, sur certaines resites AEP. Donc, il y a des retenues AEP dans le 22, avec des suivis quand même assez poussés. Dans le Saint-Frimbault, donc c'est en Mayenne, Villeray sur la Loire, avec des gros suivis. Et puis, en parallèle, des mises en place des suivis cyanobactéries sur les sites d'usage AEP baignade à partir des années 2000. Donc avant, il n'y avait pas vraiment, ce que rappelait M. Parker ce matin, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour les cyanobactéries avant que la réglementation ne s'y intéresse. Et là, c'est très variable suivant les régions. Mise en place des profils de baignade, donc c'est un démarrage effectif en 2009, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Donc moi, j'ai fait un bilan sur ce qu'on avait en termes sur le bassin Loire-Bretagne, donc on avait 88 profils de baignade qui avaient été réalisés, enfin financés, je ne veux pas dire non réalisés, mais financés par l'agence, dont 76 en plan d'eau et 12 en cours d'eau. Sur 80% des profils pour plan d'eau, c'est des problèmes climatiques de cyanobactéries. Et pour 100% des profils pour plan d'eau, c'est des problèmes bactériologiques, dont on parlait tout à l'heure, les Escherichia coli, enfin les bactériaux classiques. Et mise en place de la surveillance des CE, donc la DCE, la directive 4 sur l'eau, a défini un programme de surveillance, et donc tous les ans, enfin pas tous les ans, mais on a un programme de surveillance des plans d'eau, mais qui n'est pas spécifique aux cyanobactéries. Alors, quelques éléments de contexte et retours d'expérience. Donc, sur le pourcentage approximatif de sites qu'on a avec des problématiques cyanobactéries signalées, sur l'AEP, on a à peu près 42% des 90 sites recensés qui ont des signalements et des problèmes de cyano. Baignade et loisirs nautiques, c'est plus de 60%. Et l'hydraulicité seule, enfin, avec un usage unique hydraulicité, c'est en gros 30%. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'intensité des développements, elle est difficile à mesurer. Donc là, ce que je vous montre, c'est des retours, des remontées de terrain qui ne sont pas forcément... c'est plus du qualitatif que du quantitatif précis. Sachant que les cyanos viennent en surface, donc quand vous faites un prélèvement, ou quand vous les voyez en surface, vous ne savez pas la quantité qu'il y a. Et donc c'est extrêmement difficile d'avoir, sans des mesures appropriées, le niveau et la biomasse qui est présente. Donc en gros, sur des ballastières, sablières, gravières, bon, on n'a pas vraiment beaucoup de cas qui nous sont remontés. C'est plus fréquent sur les sites qui sont en relation avec les cours d'eau. Sur les lacs naturels, bon, peu fréquent sur les lacs de cratères. Bon, il y a des exceptions. Donc on a le gour de Tasna, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, qui a fait une belle fleur d'eau à Plantotrix, rue Bassins, il n'y a pas si longtemps. Et c'est plus fréquent sur des morphologies type barrage, c'est-à-dire des plans d'eau naturels plutôt linéaires. Sur les étangs, c'est très variable suivant la configuration et le contexte sédimentaire. Donc là, il y a des plans d'eau qui ne vont jamais connaître de cyanobactéries parce qu'ils sont brassés ou parce que la durabilité est trop importante, naturelle est trop importante, donc il n'y aurait pas de lumière, donc pas d'algues. Sur les retenues, elles sont souvent observées sur les queues de retenue, et ça c'est un point sur lequel il faudrait quand même assez insister, c'est que le développement des cyanos, et notamment l'envahissement de toute la retenue, ça débute très souvent sur ces zones-là. De toutes les montées de terrain. C'est très souvent observé sur les queues de retenue. Alors ça peut rester confiné sur les queues de retenue ou ça peut envahir tout le plan d'eau, suivant les configurations et les conditions hydrologiques. Donc sur les zones peu renouvelées, on a quelquefois des épisodes intenses couvrant tout le plan d'eau. Alors quand je dis couvrant tout le plan d'eau, quand je dis quelquefois, Aiguzon, vous avez eu 2002 et vous avez eu 2017, donc vous avez 15 ans entre les deux, avant d'avoir un épisode aussi intense. Les plans d'eau sur grands cours d'eau. Alors ce que j'appelle grands cours d'eau, c'est des cours d'eau avec des débits qui sont quand même relativement conséquents. Donc généralement, on a peu ou pas de problème sur ce type de plan d'eau, parce que les temps de séjour sont trop courts. Vous prenez Chardes, Jousseau-la-Roche sur la Vienne, par exemple. À ma connaissance, on n'a pas de problème de développement massif, ou même d'algues, tout simplement, parce que les temps de séjour sont trop courts. Les cours d'eau. Alors on a des problèmes de cyano sur les rivières de faible pente, aménagées. On a une hétérogénéité spatiale qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que quand vous avez des rivières aménagées, un bief va présenter un bloom de cyano, et puis celui qui est juste derrière, ou celui qui est juste en amont, il n'y aura rien du tout. Donc c'est extrêmement variable dans le temps et dans l'espace. Un point, en cours d'eau, quelquefois on a des cyanos qui nous sont signalés, donc c'est quelquefois l'influence des plans d'eau qui sont au-dessus, des grands plans d'eau. On a des exemples sur la Rance à Renfemel ou sur la Glane, qui n'est pas très loin d'ici. Et ce qu'on appelle une production exogène. En fait, c'est des cyanos qui sont exportés d'un plan d'eau sur lequel ils se sont développés. Alors, globalement, sur l'ensemble du bassin, on a des problèmes de cyano. Donc on parlait des substrats granitiques, schisteux. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ces terrains-là,
pour revenir aussi rebondir sur l'agriculture, c'est des terrains qui sont peu propices à la culture. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'élevage. Et donc vous croisez les deux, vous croisez l'élevage, donc avec des apports de matière organique bien sûr, plus le substrat, plus la création de plans d'eau, notamment d'origine hydroélectrique, parce que c'est quand même un des grands moyens de production dans le bassin. Et il y a beaucoup de plans d'eau d'origine hydroélectrique, plus toutes les retenues AEP, plus tous les étangs communaux qui ont été créés dans les années 70-80, ça fait énormément de sites sur lesquels vous avez une prolifération de cyanobactéries potentielles. Alors, dans les retours, les principaux genres incriminés, c'est Microcystis, Anabena, Phanisemendone, Plantotrix. Bon, ça, c'est entre guillemets le quator gagnant des fleurs d'eau qu'on observe la plupart du temps. Mais aussi des picocyanobactéries, donc ce sont des toutes petites cyanobactéries dans la partie amont du bassin. Donc, qui n'ont pas, elles, de connotation toxinogène. Alors, en termes d'action palliative, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, donc ce n'est pas le recensement global tel que Diane Olivier a pu le présenter, puisque là, c'est en fonction des retours qu'on avait, sur certains on était impliqués ou pas dans ces projets. Donc des brassages et aération, donc l'objectif recherché, c'est vraiment d'homogénéiser la qualité des eaux à traiter et de perturber les cyanos, mais c'est venu en deuxième lieu. Nombre de sites sur le bassin, on en a 8, mais il y en a peut-être probablement plus, mais pour lesquels on n'a pas forcément l'information. Et brassage aération, on a une expérimentation sur un plan d'eau un peu similaire à Guzon, c'est le plan d'eau de Grandjean. Une expérimentation qui a été faite en 97. Efficace sur l'oxygénation, ça tout le monde le reconnaît, mitigé sur les cyanos. Les cyanos, quand vous les brassez, elles descendent dans la colonne d'eau, elles vont se gorger d'azote et de phosphore près des eaux du fond qui sont plus chargées, elles remontent en dehors des zones brassées, puis là elles se développent. Donc il y a un effet qui peut être très très limité, très local. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a quelques retours d'expérience. Aération hypolimnique, donc là il s'agit de limiter la désoxygénation des eaux profondes, donc fer, manganèse, ammoniac, donc on a parlé ce matin, je ne vais pas revenir dessus. L'objectif c'est de ne pas déstratifier, c'est-à-dire de garder la structure thermique du plan d'eau pour éviter justement que tout plan d'eau bénéficie des relargages du fond. Alors c'est efficace sur l'oxygénation, on n'a qu'un cas comme ça, je crois que c'est le Gouet, hein, tu me contrediras Frédéric. Donc pour l'instant, pas d'effet vraiment sur les cyanos, c'est pas l'objectif non plus initial et ça n'a pas vraiment d'effet. Ça, c'est efficace sur l'oxygénation des eaux du fond. Bon, ça limite un peu les relargages, mais comme on l'a dit ce matin, la grande profondeur fait que finalement ce phosphore qui est bloqué au fond ne remonte pas, il n'est pas forcément utilisé. Des algicides, bon, perturber la dynamique des cyanos, donc ça... Donc 5 sites, il y en a peut-être d'autres, mais pour lesquels on n'a pas eu l'information. On a quelques cas de traitement qui ont été faits sur des plans d'eau, sur des fleurs d'eau constituées, et là ça a été une catastrophe complète. Plan d'eau d'Autun, par exemple, qui a été traité juste avant un triathlon qui devait être organisé. Bon, ils ont tué les cyanos, effectivement, mais ils ont tué tous les poissons qu'il y avait dans le plan d'eau. Donc le triathlon n'a pas pu se faire, donc il y a des choses qui existent aussi en matière de retour d'expérimentation. Donc c'est à manier vraiment avec beaucoup de précautions et c'est pas du tout recommandé. Les pré-retenus, donc l'objectif c'est de bloquer un peu le phosphore. Donc on a 4 pré-retenus qui ont été mis en construction, donc justement pour bloquer les apports de phosphore avant qu'ils arrivent dans la retenue principale. Bon, il y a aussi le problème de la gestion des sédiments accumulés, parce que obligatoirement vous mettez un seuil, vous mettez un barrage, vous avez une accumulation automatique de sédiments. Qui dit sédiment dit phosphore, ça c'est quasi automatique. Donc le problème pour l'instant c'est qu'on n'a pas de retour... notamment en termes de gestion de ces sédiments accumulés, parce qu'en fait, il ne suffit pas de faire une pré-retenue, il faut aussi la gérer. Donc ça fait partie des questions qui se posent aussi. La gestion hydraulique. Alors la gestion hydraulique, c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, on va perturber la dynamique des algues, on va éventuellement limiter l'enrichissement des eaux du fond. Alors perturber la dynamique, on a une expérimentation qui a été faite également sur Villeray en 97, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de se tirer par les eaux de fond en permanence au lieu de se tirer par différents niveaux de prise. Bon, l'expérimentation n'a pas été reconduite suite à un problème à l'aval. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à l'occasion pour en parler. Limiter l'enrichissement des eaux de fond. Donc il y a des tentatives qui ont été faites de vidange partiel sur Siguiac, par exemple en 2005. Alors, ce qu'il faut voir sur cette gestion hydraulique, le soutirage des eaux profondes est souvent préconisé justement pour évacuer une partie de ce phosphore qui s'accumule dans les eaux de fond quand vous êtes en période stratifiée et en désoxygénation.
Donc ça permet d'évacuer progressivement une partie du stock. Zone humide type roselière, donc ça c'est aussi constituer une espèce de filtre entre l'entrée du cours d'eau dans le plan d'eau et le plan d'eau lui-même. Bon, il y a des plans d'eau qui s'y prêtent, il y a d'autres qui s'y prêtent pas. Bon, les grandes retenues hydroélectriques avec du marnage, c'est un peu plus compliqué pour reconstituer les zones de ce type. Donc on a deux exemples comme ça sur le lac des Sapins et Eda en 2014. Donc sur Eda, c'est le lac d'Eda, c'est un lac naturel pardon, dans le Puy-de-Dôme. Et donc le suivi est en cours sur Eda, on n'a pas encore tout à fait les éléments. Donc, mais on est vraiment sur de la restitution, la reconstitution de zones humides qui permettent de filtrer les apports. Curage, mise en assaille, baisse de niveau, donc le CRESEB en a parlé, réduire la charge interne. Bon, on a peu d'infos documentées à l'échelle du bassin. Bon, il y en a peut-être des infos très documentées au niveau local, mais comme on disait, il y a de la littérature qui n'est pas toujours accessible. Les bases de données ne sont pas forcément toutes accessibles facilement. Donc j'ai noté, moi, une expérimentation de baisse de niveau en 2014 sur l'étang de Moulin-Neuf. Alors, c'est pas la retenue de Moulin-Neuf, hein, c'est un autre étang. L'efficacité est à suivre parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça a pu donner. Je ne sais pas si dans la salle, certains d'entre vous ont des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les curages, c'est très coûteux. Ça, c'est clair, c'est des coûts qui sont faramineux, réservés à des enjeux très forts et sur des plans d'eau peu ou moyennement profonds. Curer des grandes retenues, style Villeray, Grandjean et Guzon, c'est des sommes assez considérables. Il faut le savoir. Alors, suppression du site, on élimine les cyanos, tout simplement. Hein. Là, c'est clair, vous n'avez plus de site favorable aux cyanos, là, vous supprimez les cyanos, vous n'avez plus de problème. Par contre, vous n'avez plus d'usage non plus. Ça, voilà. Donc il y a eu un cas comme ça sur la glane, le Guéguerreau, qui était une retenue, mais il n'y avait pas d'usage baignade. C'était absence d'usage baignade, c'était juste une retenue AEP, mais ils ont trouvé une solution de remplacement pour faire de l'eau potable à partir d'une autre source. Donc c'est une solution radicale, mais qui est très efficace. Alors, je vais faire maintenant un petit focus sur Éguzon, donc pour vous rappeler un petit peu ce qu'on sait, nous, à l'agence, sur Éguzon. Peut-être rappeler, 1926, c'est l'édification du barrage. C'est un tout premier barrage français, édifié sur les grandes côtes. Les premières études remontent aux années 49-50. C'est Dussart, qui a publié aussi un manuel de limnologie dans les années 60, qui est un pavé de limnologie, que je recommande à tout le monde de lire. Il y a énormément de choses dedans. Et qui notait déjà des déséquilibres biologiques et des perturbations physico-chimiques, avec parfois des fleurs d'eau. Alors, plutôt en fin de saison estivale, 1000 points d'interrogation, je n'ai pas pu avoir accès à l'étude et la compiler. Voilà. Donc ça, c'est une information qui est aussi intéressante. Il y avait également parfois des fleurs d'eau à cette époque-là. Dans les années 73-76, des problèmes bactériologiques sur les plages, avec des fermetures de plages liées aux problèmes bactériaux. 79, donc des enquêtes sur les origines des contaminations. Et puis, dans les années 80-81, donc une étude limnologique complète diligentée par le SRAE-Centre. Le SRAE-Centre, c'est le service régional d'aménagement des eaux, qui était l'ancêtre des DREAL actuels. Enfin, une partie de l'activité des DREAL actuels. Et donc, cette étude, étant même assez complète, a été menée. Et à la suite de ça, donc il y a eu tout un tas d'études qui ont été menées, alors de manière plus ou moins ponctuelle. Donc, en 87, une étude diagnostique de l'utilisation des plages, d'Aquascope. En 88, une expérimentation en laboratoire de produits calciques, d'oxygénation des sédiments. En 89, une étude de la capacité de relargage des sédiments du lac. En 95, j'ai noté une étude, mais alors impossible pour trouver l'étude et qui l'affecte. C'est cité dans une autre étude. Mais... En 2001, donc l'agence avait diligenté une étude de la qualité du plan d'eau. Et malheureusement, en 2002, un épisode, donc on est passé une année avant, et en 2001, on était tout pécable, il n'y avait aucun problème. Donc ça rappelle les successions d'années qu'a rappelé M. Parker, donc on n'avait rien vu en 2001, et en 2002, bon. 2007, c'est la mise en place du premier réseau, premières observations, surveillance mise en place au titre de la directive cadre. Donc là, c'est un point de prélèvement qui est situé plutôt en aval des plages, c'est plutôt à proximité du barrage, pardon. Donc voilà, avec un protocole établi, national, qui est fait de manière régulière, toujours au même endroit, mais avec des fréquences qui sont en gros une fois tous les 3 ans. Donc sur Éguzon, on est déjà passé en 2007, en 2010, en 2013, en 2016, et manque de bol, en 2017, on n'est pas passé, il y avait l'épisode. Donc on manque d'informations documentées sur comment ça s'est passé, et pour ce qui concerne l'agent, bien sûr. Donc voilà un peu les différents éléments qu'on a en termes de connaissances sur ce problème.
Alors, le contenu de l'étude de 80-81, c'était la qualité des eaux des rivières alimentant le plan d'eau, une étude limnologique complète, donc eau, phytoplancton, sédiments, je ne reviens pas dessus, l'identification et la quantification des sources d'apport des fertilisants, externes et internes. Donc fertilisants, ce n'est pas sous l'angle agricole, c'est l'ensemble des apports du bassin versant, urbain, industriel, agricole. Et les apports internes, relargage. Et dans cette étude, vous trouverez également des pistes de réflexion pour la restauration du lac. Donc déjà à l'époque, il y avait tout un tas de réflexions qui avaient été menées. Modification des peuplements piscicoles pour limiter la prédation sur le zooplancton, déstratification par aération, ça a été évoqué aussi dans ce document-là, traitement à la chaux pour bloquer, inactiver les sédiments. Donc tout ça, c'était déjà dans cette étude. Donc on a énormément quand même de choses à repêcher, si vous voulez, par rapport à la connaissance qu'on a sur le besoin. Les enseignements de l'étude de 80-81, donc apparemment des années 50 aux années 80, on a une dominante diatomée qui est plutôt maintenant vers une dominante cyanobactérie. Alors en cyanobactérie, dans les années 80, on avait quelquefois dans l'étude de 80, on avait une fleur d'eau en mai, on avait des choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du bassin, en règle générale, toutes les informations qu'on a, c'était plutôt, avant les années 90, c'était plutôt des années où on avait des cyanobactéries, mais plutôt en fin de saison. Et là, progressivement, on voit que la saison se décale, et se décale de plus en plus tôt, pour les cyanobactéries. C'est la vision qu'on a au niveau du bassin. Et on a eu vraiment, à partir des années 90, donc on pourra reparler aussi des aspects hydrologiques sur ces années-là. Dans cette étude, donc je reprends mon fil, dans cette étude, on a un seuil aussi à ne pas dépasser dans les eaux du plan d'eau pour limiter les efflorescences, 10 à 20 microgrammes de phosphore. Donc ça rejoint les chiffres qui ont été indiqués ce matin. Donc ça, c'est un incontournable, entre guillemets. Et depuis ce temps-là, rien n'a changé. C'est-à-dire que si on n'est pas en dessous des seuils limitants pour le phosphore, il y a de fortes chances qu'on ait des fleurs d'eau à cyanobactéries et qui dépendent, elles, essentiellement des autres facteurs limitants. Température, lumière, l'hydroxicité, temps de séjour. Dedans, vous avez également la définition d'un programme de déphosphatation des rejets urbains et industriels. Donc à l'époque, ces rejets-là représentaient 46% des apports au plan d'eau. Il était souligné la part prépondérante des apports agricoles et la difficulté également d'intervenir techniquement et financièrement sur ces apports. Les sédiments, effectivement chargés en phosphore, mais au final, peu de contribution compte tenu de la profondeur. Donc, comme le plan d'eau est extrêmement bien stratifié, vu sa profondeur, les eaux du fond sont chargées en phosphore, mais les algues ne sont pas en mesure d'aller la chercher. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi dans tous les exposés qui ont été faits. Mais il y a quand même des résultats tangibles qui étaient obtenus. Une réduction des apports urbains et industriels. Donc, dans les années 80, on était en gros, en rejet de temps sec, on était à 250 kJ de phosphore par les rejets urbains et industriels sur l'ensemble du bassin versant les Gusons. Actuellement, on est à 32 kJ, ça c'est les derniers chiffres qu'on a sortis dans le cadre de l'état des lieux du bassin Nord-Bretagne. Au niveau des baignades, donc il y a eu des efforts qui ont été faits par les communes riveraines. Il n'y a plus aucun problème bactériologique. Ça a aussi été dit. On a des plages d'excellente qualité bactériologique. Mais encore des efforts à faire pour limiter durablement les efflorescences. Donc on voit bien qu'on a des années avec cyano, des années sans, et que c'est difficile d'avoir tous les ans une baignade assurée vis-à-vis de ces problèmes-là. Ça dépend beaucoup des conditions hydrologiques et aussi des efforts qui restent à faire. Alors dans le plan d'eau, j'ai essayé de recompiler un petit peu les suivis des CE qu'on a fait. Donc il faut savoir qu'ils sont faits au niveau du barrage, sur un échantillon intégré, c'est-à-dire qu'on prend une certaine épaisseur d'eau qui dépend de la profondeur de disparition de disques de Secchi. Donc en gros, on mesure la transparence et on multiplie par 2,5 fois. Et donc on a un échantillon d'eau dans lequel on va mesurer tous les paramètres, les algues, le phosphore, l'azote, toutes les formes physico-chimiques. Donc dans les années 80, on était plutôt proche de 90 microgrammes par litre de phosphore, et actuellement on est entre 40 et 30 microgrammes par litre. Donc il y a eu quand même une amélioration très nette du point de vue du phosphore. Alors qu'est-ce que serait le plan d'eau des Gusons si on n'avait pas fait ces efforts? Là, personne ne peut le dire. Est-ce qu'on aurait eu plus de cyano ou moins de cyano? Ça, c'est évidemment une question délicate. Alors, je reviens un petit peu sur 2017, une année exceptionnelle. Donc là, je vous présente un graphique qui est en fait une manière de représenter les débits annuels où on rapporte les débits journaliers, on fait le ratio des débits journaliers mesurés sur le QMLA5 de 1 m3 seconde. Bon, là, c'est la grande creuse, mais ça donne des indications. Et on s'aperçoit que sur les épisodes, donc les zones en orange, jaune, ça veut dire qu'on est en dessous du QMLA5. Donc on voit les années avec très forte
très forte sécheresse. Donc par exemple les années 89, 90, 91, vous avez toute une série, les 3 séries d'années qui sont là. Ensuite vous avez l'année 2011 qui a été effectivement très sèche, l'année 2003 aussi que vous retrouvez, non 2015 pardon. 2016 alors 2017 et 2002 ne se démarquent pas du tout, c'est pas des années sécheresse exceptionnelles. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont liés effectivement probablement à ce qui se passe l'année précédente. Donc ça c'est des choses dont on a rappelé, donc Rémi Parker l'a bien dit ce matin, et c'est des choses qu'on a observées aussi dans les années 90-91, des hivers très secs, et là l'histoire à Confolens, dont on n'avait jamais entendu parler en termes de développement de cyanure, boum, il y a eu des cyanures en 90, et l'hiver 89-90 avait été extrêmement sec. Donc à l'époque, il faut savoir que la réduction des rejets de phosphore dans les rejets urbains industriels n'était pas encore entamée. Ça veut dire qu'on a probablement eu un déficit d'azote par rapport au phosphore. Donc on n'a pas parlé du tout, les scientifiques pourront nous en parler, du rapport azote-phosphore et du déficit qui peut favoriser notamment les cyanobactéries dans certaines cyanobactéries qui utilisent l'azote atmosphérique. Donc ça, c'est une question qui est ouverte. Voilà, c'est l'hypothèse qu'on fait. Alors là, je vous présente un graphique qui m'a été fourni par la Fédération de pêche, donc Bruno Barbet, que je remercie. Donc il montre l'année 2017 en termes de température. Donc vous voyez, tout le début de l'année 2017 a été quand même très largement supérieur aux moyennes. Par contre, juillet et août, bon, on est à peu près dans les mêmes températures que les années précédentes. Donc effectivement, il y a une grosse surchaleur en période amont. Bon, est-ce que ça joue aussi sur les autres espèces? Et après, les cyanoarides, il y a des personnes, donc ça, c'est aussi des questions qui se posent. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'espèce incriminée dans les gusons, Aphanisomélode, son optimum, c'est entre 20 et 25. Donc les gusons, on est pile poil dans l'optimum de cette algue-là, de cette cyanobactérie-là, pardon. Donc voilà, bon là je ne vais pas insister plus, on n'a pas plus d'éléments de recul par rapport à ça, parce qu'il faut bien savoir que c'est tellement... comme les suivis ne sont pas adaptés aux cyanobactéries, bah, on arrive toujours après l'événement, et ça pose toujours des questions quand on veut réinterpréter des données qui ne sont pas faites pour ça. Donc on a quelques idées, mais ça reste des vues, pas des vues de l'esprit, mais quand même. Alors, limiter les efflorescences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des panels de solutions qui sont documentés. Donc, vous avez un document qui s'appelle l'hymnologie appliquée au traitement des plans d'eau et qui recense quasiment toutes les panels de solutions, bon, mis à part les ultrasons qui n'existaient pas à l'époque, donc je n'en parlerai pas. Ce qu'il en ressort, c'est des mises en œuvre et des résultats aléatoires. En tout cas, il n'y a pas de solution univoque et il y a peu de suivi long terme. On disait tout à l'heure, en 2002, voilà un gros épisode, on aurait mis en 2003 un appareil quelconque pour faire, on aurait dit en 2003, ça y est, l'appareil marche bien, on n'a pas eu de problème, bah, même sans appareil, on n'a pas eu de problème. Donc ça pose effectivement la question de ces suivis à long terme, de ces mises en œuvre. Alors bien sûr, il y a le problème de la taille du plan d'eau qui engendre des coûts très élevés pour des résultats qui sont sans garantie de réussite pour les préservations de l'usage baignade. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les baignades, et notamment, alors pas seulement sur les grands plans d'eau, mais la configuration du site importe beaucoup. C'est-à-dire que quand vous allez sur des plans d'eau, notamment des étangs, on a beaucoup d'étangs avec des baignades, bah, les baignades sont souvent sous le vent, c'est-à-dire que c'est des zones d'accumulation. Elles sont sous le vent, le vent pousse les algues et elles s'accumulent, et les cyanobactéries avec s'accumulent sur ces plages. Donc quand vous faites des prélèvements dans ces zones-là, vous avez automatiquement des dénombrements qui sont extrêmement importants. Et puis vous prélevez 5 mètres à côté, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment des choses qui sont très variables dans l'espace et dans le temps. Moi je peux vous donner mon exemple personnel, sur le lac de Maine, que je connais bien, bah, j'avais un pied tout vert et l'autre, je voyais le fond, sur 30 cm d'eau. Et ça fait une limite, donc il y a des délimitations qui sont en fonction de la dynamique, de la physique du système en fait. Des algues s'accumulent à certains endroits et pas d'autres. Il y a des endroits qui vont être protégés et d'autres qui vont être beaucoup moins. Alors il y a des incertitudes. Pardon. Alors les sédiments, puis les sources de nutriments, bon, ça on l'a dit, sur les gusons, bon, a priori les sédiments accumulés dans la zone profonde ne sont pas responsables, entre guillemets, de réalimentation des blooms de cyano. Par contre, elles sont à peu près connues. Par contre, on a une méconnaissance des processus dans les zones amont. Et on voit bien, notamment sur les images qui ont été présentées ce matin, sur les zones amont, c'est là que ça démarre. C'est très souvent là que ça démarre, et on a et quand on voit les berges qui sont dénudées, un petit orage dessus, une petite pluie, ça peut lessiver ces berges et réalimenter le système, alors que les cours d'eau sont en phase de tarissement. Donc c'est aussi des questions qui peuvent se poser.
Alors il se pose aussi la question du recrutement des cyanobactéries, dont je parlais, notamment des zones amont, mais aussi celles qui sont stockées dans les sédiments. Parce qu'il faut savoir que les algues meurent, donc elles ont des formes de résistance qui vont éventuellement se stocker également dans les sédiments et qui peuvent éventuellement ressortir au bout de X années. Donc, soit on a une crue qui arrive derrière et là on a une couche de sable qui va les bloquer. Donc on a certaines études de carottage avec notamment la fac de Clermont a fait des études assez intéressantes sur un projet qui s'appelle Akinet, où il montre la proportion, la quantité de formes de résistance des cyanos dans les sédiments du plan d'eau qui sont extrêmement intéressantes. Une question peut-être, l'impact des plans d'eau en amont, donc ensemencement, est-ce qu'il y a un aspect ensemencement des plans d'eau en aval? On parle de Champ-Sanglard, le complexe de l'Âge qui est à 30 km en amont. Ça aussi, ça peut faire partie des questions qui peuvent se poser, notamment si on veut faire des études. Voilà, je pense qu'il faut prendre effectivement le problème dans sa globalité et pas se limiter à uniquement ce qui se passe sur le plan. Et puis enfin, pour méditer, pour enclencher aussi les discussions, ça c'est un article que j'aime bien, c'est Guy Barloin de Glenrad-Tonon, qu'il a publié en décembre 91 sur la réhabilitation des plans d'eau. Donc là, je ne vais pas vous le lire comme ça, mais simplement, je pense que, voilà, à un moment donné, on fait des études, on voit qu'on a quand même des études qui sont faites depuis pas mal d'années. Nous, au niveau de l'agence, on a vu fleurir beaucoup d'études. Alors l'intitulé, c'était « Études pour lutter contre les cyanobactéries ». Alors, ce n'est pas l'étude qui lutte contre les cyanobactéries, ce sont les actions. Donc ça, c'est clair. Donc à un moment donné, il faut enclencher une dynamique. Alors la dynamique a déjà été enclenchée sur les apports de phosphore urbain industriel. Alors peut-être qu'il faut aller plus loin. Donc là, je vous ai montré des rejets de temps sec. Qu'est-ce qui se passe en temps de pluie, notamment des orages estivaux qui réalimentent le plan d'eau. Ça peut arriver, donc ça peut redonner un boost à un moment donné sur une population qui est présente. Et si ça arrive au moment où les cyanos sont là, c'est eux qui vont en bénéficier. Donc on a quelques exemples comme ça sur, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, sur, j'ai mangé le cueil aiguson. Non, pas aiguson, pardon, les fades Besserre. Donc, en 2007, on a eu une crue juin-juillet. Derrière, les algues qui ont pu bénéficier des apports de nutriments, ce sont les cyanos et elles se sont développées. Alors qu'avant, on n'en avait jamais eu, parce que la crue est arrivée au même moment et elle a réalimenté le système. Donc il y a aussi ces questions de temps de transfert de ces pollutions ponctuelles de temps de pluie, qui posent aussi un certain nombre de questions sur lesquelles on n'a pas vraiment de réponse. Pour par exemple du LP avec le tableau, avec la solution radicale, oui. Comment ça se passe, les solutions de site? C'est une destruction de barrage, on le vidange et puis on enlève le barrage. Directement. Oui. On ne fait pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font ça à l'explosif, mais en France, on ne fait pas comme ça. Oui. Non, mais bon, faut être honnête, c'est réservé à des cas très très particuliers, mais c'est vrai que sur un certain nombre on voit bien, notamment dans la restauration géomorpho des cours d'eau, on a des communes qui ont des petits étangs qui sont envasés, qui ont des problèmes de cyano, qui ont des problèmes... À bout d'un moment, ils préfèrent supprimer le plan d'eau, réhabiliter la rivière, remettre la rivière telle qu'elle était, et ils n'ont plus de problème de cyano. Alors, c'est pas faisable partout, mais on ne va pas supprimer des grands ouvrages comme ça, je ne présume pas, mais voilà. Des barrages qui n'ont plus d'utilité ou des étangs qui se sont multipliés aussi. Donc je vous l'ai dit, le bassin de Grande-Bretagne, quand vous projetez sur la carte nationale, la BD Carthage, qui est la base nationale de cartologie, de cartographie des cours d'eau et des plans d'eau, vous voyez le bassin de Grande-Bretagne qui ressort. Il y a une densité d'étangs, une densité de seuils sur les rivières qui est phénoménale. Et on ne voit que le bassin de Grande-Bretagne. Les autres bassins n'ont pas des aménagements aussi importants, ce qui explique aussi qu'on ait des problématiques qui sont très pointues sur les cyanos, alors qu'elles sont un peu moins limitées sur d'autres types de rivières, sur d'autres types de bassins. Si vous voulez des informations sur cette destruction d'ouvrages, vous pouvez aller voir sur le site aufildelaglaine.fr. C'est un web documentaire qui retrace toute la façon de présenter cette opération. Donc après, ils développent d'autres activités sur la rivière qui a été restaurée. C'est pas les mêmes types d'activités, c'est sûr. À l'automne, quand EDF a baissé à 1 mm, début septembre, j'ai été promené en queue de lac à Saint-Panthère.
j'ai retrouvé une ancienne rivière qui coulait entre deux murs d'accumulation, 50 cm en queue de latte, et puis quand on arrive au niveau de Génétin, 1 mètre d'accumulation. On ne pouvait pas y marcher puisque c'était très mouvant. J'y suis retourné fin novembre, début décembre, et là on pouvait y marcher. On pouvait non seulement y marcher, mais j'ai remarqué que des motos y étaient passées, des voitures y étaient passées. Et comme je suis aussi paysan, à ce moment-là, fin novembre, j'ai fait un rêve. Je me suis dit, putain, j'ai une condition idéale pour venir là avec mes remorques, mon chargeur, charger tout ça, l'emmener sur le plateau et puis faire un épandage déclaré avec, comme un plan d'épandage, comme quand on épouille, comme quand on épand des bouts de station d'épuration. Mais c'était juste un rêve, puisque pour y intervenir, il aurait fallu, je suppose, toute une enquête publique, il aurait fallu un tas de procédures, et le temps que ces procédures se fassent. La Creuse a mis à nouveau de l'eau au mois de janvier, et puis c'était fini. Mais je suis persuadé que cet automne, on a loupé un truc. Alors c'est de la faute à personne, puisque vous deviez, je parle au patron du barrage, vous deviez vider moins 8 mètres au 15 septembre, et puis on devait retrouver notre niveau au 15 octobre. Personne n'avait prévu que la Creuse n'amènerait pas d'eau. Mais après coup, et c'est facile de dire après coup, je suis persuadé que là, on pouvait enlever des bouts du lac. Et on pouvait enlever celles qui, d'après ce que vous dites, sont celles qui sont les plus aptes à libérer du phosphore, puisqu'elles ne sont pas creuses en temps ordinaire. Et je vais être long. La deuxième chose que je voulais dire, là, c'est en tant que paysan. Dans ma vie de paysan, quand j'avais des mauvaises herbes qui poussaient dans mon champ, le représentant de la coopérative, il m'amenait de l'atrazine pour traiter mon maïs. Et puis il me disait, avec ça, tu auras. Et puis après, on s'est rendu compte de tous les méfaits. Quand mon père avait des maladies, le représentant de la coopérative m'a amené un bidon de fongicide. Et puis il me disait, avec ça, tu auras des blés qui sont très sains. Et puis 2 ans après, il revenait en me disant, ce bidon de fongicide que je t'ai vendu là, il faut en changer maintenant parce que la septoriose, la fusariose, la rouille brune, la rouille jaune ont muté et sont devenus résistants à ce que je t'ai vendu il y a 2 ans. Donc maintenant, il en faut un autre. À chaque fois, j'ai eu l'impression qu'on avait une fuite en avant. On avait une fuite en avant, et puis le prescripteur de produits, qui était aussi le vendeur des produits, m'a fait faire cette fuite en avant. Et depuis, je me suis dit, cette fuite en avant, on va la faire à perpète, et puis la nature, et les bactéries, et la rouille brune, et la rouille jaune, et la mauvaise herbe sera toujours plus maligne que les produits que je vais mettre dedans. Et quand j'ai entendu un peu plus tôt dire qu'on aurait peut-être des moyens chimiques, vous l'avez évoqué, des moyens techniques, des moyens, etc., je me dis, il ne faudrait pas que ce soit ma vie de paysan qui recommence, et puis qu'on aille dans un mur. Et effectivement, la réflexion que j'entends depuis ce matin, c'est bien celle-là, c'est faire en sorte qu'elle ne se développe pas, faire en sorte de vivre avec, sans qu'elle devienne un inconvénient, parce qu'elles se sont multipliées beaucoup plus qu'il ne l'aurait fallu. Et là, il faut effectivement réfléchir à ce qu'on fait en amont et dans tout le bassin versant. Et se pose effectivement le problème de pratique agricole. Alors, je rejoins tout à fait Jean-Claude quand Jean-Claude nous dit qu'on a une agriculture relativement économe en intrants, puisqu'on est en élevage dans toute la partie creuse, y compris dans la partie intre. Néanmoins, il faut qu'on ait une réflexion là-dessus pour mesurer ce que cette pratique agricole d'aujourd'hui, est-ce qu'elle apporte encore trop de phosphore, oui ou non, comment est géré ce phosphore par les agriculteurs. Et c'est regrettable que leurs représentants, les chambres d'agriculture par définition, soient absents, et il faudra absolument qu'ils soient partie prenante du débat,
puisque on sent bien que de ce point de vue-là, il faudra faire des efforts. Alors les efforts, mesures agro-environnementales, oui, certes, sauf qu'il faut se dire un moment, quand on a un problème de santé publique, c'est pas que des mesures agro-environnementales. Et alors ça va être une provocation, mais imaginons que la mafia distribue de l'héroïne partout dans le monde. Et imaginons qu'un gouvernement va dire à la mafia vous cessez de distribuer votre saloperie, et puis on vous compense par ce que vous ne gagnez plus en distribuant de l'héroïne. Ça se passe de la même manière avec tout ce qu'on peut donner aux agriculteurs d'aujourd'hui. Quand le sous-préfet, ça va être la Châtre du Blanc, est parti pour un autre poste, il a été chaudement félicité parce qu'il avait réussi à éradiquer les cyanobactéries. Donc j'ose espérer qu'on ne va pas renouveler ce type de choses, qu'on n'a pas une mobilisation qui est faite parce qu'on a un épisode très intense qui rame tout le monde, c'est un peu le sens aussi du texte de Guy Barouin, que derrière, voilà, on oublie, 2018, pas de cyano, donc on va plus bouger. Voilà, c'est des trucs qui se construisent sur la durée. Il n'y a pas de médaille à la clé. Non, pas non. Alors, pour finir, je suis toujours un peu long, mais certains me connaissent. Une autre anecdote. Donc, suite à 2002, j'avais rappelé la mairie d'Aiguzon pour prendre des nouvelles, savoir comment s'était passée la saison 2003. Et là, bon, très gentiment, je ne sais plus qui était l'interlocuteur, on m'a dit super, impeccable, on n'a plus de problème de cyano, tout est réglé, il n'y a plus de problème. Ça prouve bien que les scientifiques n'y connaissent rien. Donc je pense quand même que les scientifiques connaissent un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut... non, mais c'était assez intéressant comme anecdote. Vous voyez, bon, il y a un épisode qui rame tout le monde. Ensuite, il ne se passe plus rien, donc là, tout le monde oublie, puis hop, on repart. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire dans nos livres.